Comment traverser le deuil de son bébé? Comment se relever de cette mort contre nature? Est-ce qu'on peut même s'en relever? Comment ce drame impacte-t-il la vie tant personnelle que professionnelle des parents? Pour aborder ces questions, je vous propose une rencontre avec 3 invités qui ont contribué à mettre en lumière la réalité du deuil périnatal dans la société. Ces invités sont un papa et 2 mamans, tous 3 endeuillés suite au décès de leur bébé. Il s'agit de Gaël Leblanc, auteur d'un spectacle autobiographique qui est devenu une captation et un podcast et qui s'appelle « Tu seras un homme papa ». Il y a aussi Sophie de Chivray, créatrice du podcast Au revoir podcast et co-réalisatrice avec Anaïs Feuillette du documentaire Le berceau vide. Et ma 3e invitée, c'est Yolanda Pinto de Souza, créatrice du compte Instagram Parlez-moi d'elle et qui s'est reconvertie en coach de vie pour parents endeuillés notamment. Installez-vous confortablement, je vous invite à 1h20 d'échange, riche et sans langue de bois, dans lequel nous parlons du deuil périnatal, mais aussi d'un espoir possible, même après un tel drame. Bonne écoute! Bienvenue dans Ainsi va la vie, le podcast ressources pour parler sans tabou de la mort et du deuil. Et oui, pourquoi éviter ces sujets alors qu'ils nous concernent tous? Je suis Gaëlle Guigny, praticienne de shiatsu et accompagnante du deuil, curieuse et passionnée par les rencontres qui nous font grandir. Dans chaque épisode, je reçois un ou une invitée qui nous partage son histoire, son expérience, son regard. Ces témoignages nous donnent des clés pour mieux surmonter les pertes dans nos vies et traverser nos deuils en conscience. Nous abordons ensemble des sujets essentiels, profonds, délicats, qui bousculent parfois, mais qui toujours nous rappellent à notre humanité. Ainsi va la vie, c'est le podcast qui nous rend plus vivants. Bonjour Gaël. Bonjour Gaëlle. Bonjour Yolanda. Bonjour Gaëlle. Bonjour Sophie. Bonjour Gaëlle. Alors, je suis vraiment très heureuse qu'on fasse cet épisode ensemble parce qu'on va aborder un sujet qui finalement n'est pas si souvent discuté que ça, qui est comment reconstruire sa vie, notamment professionnelle, après le décès de son bébé. Et ce qui, moi, me paraissait intéressant d'échanger avec vous, c'est pourquoi et comment ce drame dans vos vies vous a conduit soit à reconsidérer votre parcours, votre vie professionnelle, soit à vous engager dans un projet qui a permis de rendre le deuil périnatal visible. Et comme vous avez tous les 3 des parcours différents, je trouvais vraiment riche de les mêler et de pouvoir discuter ensemble de ce sujet-là. Donc, merci encore de votre présence. Alors, je sais que Yolanda et Sophie, vous connaissez. Gaëlle, connaissais-tu Yolanda? Pas du tout. Yolanda, est-ce que tu connaissais Gaëlle? Alors, moi, Gaëlle, je crois que tu as fait une pièce de théâtre. C'est bien ça? Exactement. Voilà, donc j'ai vu passer effectivement des posts à ce sujet, mais sinon je ne connaissais pas, voilà, je connais pas Gaëlle. Et toi, Sophie, est-ce que tu connaissais Gaëlle? Il s'avère qu'on a été invités tous les 2 à une journée de formation donnée aux soignants à l'hôpital Louis Mourier à Colombes, donc on s'est déjà croisés, même si on n'a pas eu trop le temps de discuter. Mais son podcast, en fait, je l'avais écouté. Alors je saurais plus trop dire quand, mais il y a quelques années, notamment parce que voilà, on n'a pas le même parcours, mais moi j'ai eu des jumelles qui sont très grandes prématurées, donc l'espace dans lequel s'inscrit son podcast, au-delà du deuil périnatal, c'est un espace que moi-même j'ai fréquenté en tant que maman. Donc en fait j'avais écouté son podcast pour ça. Et oui, vous avez tous les 3 des points communs ou des points de rencontre à un moment ou à un autre de vos parcours. On va en reparler ensemble. Ce que je vous propose pour démarrer, c'est que vous vous présentiez et que vous nous partagiez ce que vous avez vécu. Qui veut commencer? Yolanda? Yolanda first. Je sentais. Donc voilà, je m'appelle Yolanda, j'ai 38 ans, je suis maman de 3 petites filles, Inès, Alice et Lucie. Le deuil périnatal, on va dire, est rentré dans ma vie en 2019, lorsque j'attendais ma 2e fille, Alice, qui est née, donc elle aurait eu 4 ans lundi prochain. J'ai vécu une grossesse complètement sereine, il n'y avait aucune ombre au tableau, vraiment jusqu'à l'accouchement. Et d'ailleurs, même les premières heures après l'accouchement, tout allait bien. Et son état s'est subitement dégradé. Elle a été d'abord admise en néonate.
Puis elle a fait ses premières crises en fait d'épilepsie et elle a été très vite, au bout d'une journée et demie, admise en réanimation néonatale, a été transférée dans un autre hôpital où elle a fini par décéder au bout de 15 jours de vie. Donc notre vie a vraiment basculé en un jour et demi, c'est-à-dire qu'on a accueilli toute la douceur, on a pu la voir, on l'a pu lui faire rencontrer sa grande sœur et très vite en une journée et demie, on a basculé vraiment dans l'horreur quoi. Donc elle a été branchée de partout pendant des jours et des jours. On ne savait pas ce qu'elle avait, même les médecins ne savaient pas. Et du coup, on a su au bout de 9 jours, en faisant une ponction lombaire, qu'elle avait une maladie orpheline, incurable, et que malheureusement, on allait devoir la laisser partir puisque c'est une maladie en fait dont on ne se remet pas. En fait, c'est vraiment il y a aucun traitement aujourd'hui, pratiquement aucune recherche en fait sur cette maladie. C'est une maladie qui touche 2 bébés par an en France, donc c'est vous dire vraiment la rareté de cette maladie. Et là, avec mon mari, notre monde s'est effondré complètement. Quand on accueille un enfant, on se dit qu'on va l'accompagner dans ses premiers jours de vie, et nous, malheureusement, on a dû l'accompagner dans ses derniers jours. Donc, on a été très, très bien accompagnés par le personnel soignant de l'hôpital Robert Debré, je tiens à le dire. Et vraiment, on a tout fait pour qu'elle puisse partir en paix, entourée de moi, son papa. Donc, elle est décédée à 15 jours de vie. Merci Yolanda de ce partage. On va revenir sur l'importance de la qualité de l'accompagnement tout à l'heure. Gaël, toi tu es papa de 4 enfants, tu as 3 filles et un fils qui s'appelle Roman. Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé ? Oui, bien sûr. Moi, je suis le papa de 3 filles, donc Sacha, Ava et Gabrielle, qui ont aujourd'hui 17 ans, 14 ans et 7 ans. Et Roman est notre fils qui est né et décédé en 2014, donc ça va faire bientôt 10 ans. Il a vécu 13 jours. Il était atteint d'un syndrome Charge qui a été découvert à la naissance. Et au bout d'une dizaine de jours, il a été décidé par le corps médical de faire un accompagnement de fin de vie. Donc notre fille Gabrielle est née 2 ans après en 2016 et les 3 filles sont en pleine forme et bien vivantes. Oui, on parle du deuil périnatal, mais on célèbre aussi la vie, bien sûr. Alors toi, Sophie, quelle est ton histoire et comment le deuil périnatal a fait irruption dans ta vie ? Alors, en fait, en 2017, j'ai été enceinte pour la première fois. Voilà, je suis tombée enceinte très facilement et je m'y attendais pas. J'avais plus conscience des difficultés pour être enceinte que de la suite. Donc déjà, pour moi, c'était une super bonne surprise. Et puis ça, je le dis tout le temps, mais ça fait partie de l'histoire, c'est que la même semaine, j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai fêté mes 30 ans et on s'est mariés avec mon conjoint. Donc voilà, c'était un peu l'alignement des planètes, quoi. Et en fait, au deuxième trimestre, au moment de l'échographie, mon gynécologue de ville nous annonce qu'il y a un problème en fait pour notre bébé au niveau de son cœur, mais il peut pas nous en dire plus. Et donc à partir de là, a commencé un parcours en diagnostic anténatal au CHU de Caen où je vis. Et ce parcours a débouché sur une interruption médicale de grossesse. C'est la décision qu'on a prise avec mon mari, une décision mais qui relève aussi du non-choix. Donc voilà, c'est très dur de trouver les mots pour décrire en fait ce moment où effectivement on signe un papier et on dit on va se diriger vers une interruption médicale de grossesse. Je pense que pour nous, c'était vraiment une manière d'accompagner notre bébé. C'était pas on interrompt la grossesse, c'était comment on va accompagner notre bébé qui a une pathologie extrêmement lourde, dont plusieurs organes présentent des malformations. Donc voilà, on nous avait annoncé quelque chose au début, c'était le cœur, mais en fait c'était pas que le cœur au bout du compte, puisqu'on a eu de multiples examens à faire. Et pour nous, c'était évident à ce moment-là que notre bébé, on allait l'accompagner de cette manière in utero, afin d'être sûr qu'il ne souffre pas une seule seconde, même si effectivement on nous avait présenté le fait que notre petite fille allait être probablement vivante à sa naissance, mais que
compte tenu de toutes les malformations, les opérations étaient sans doute même pas envisageables. Et puis de toute manière, il y a aussi des mots qui sont employés où on nous parle d'emblée de chirurgie palliative, et que pour que ça fonctionne, il faut que tout aille bien par ailleurs, ce qui n'était pas le cas. Donc ça a été très dur d'encaisser toutes ces informations. Et voilà, en fait, 2 options se présentaient à nous dans la manière dont on allait l'accompagner. Et vraiment, pour elle, c'était la décision qui nous semblait la plus sage à ce moment-là et la moins douloureuse pour elle, en fait. Donc, elle est née et décédée le 11 décembre 2017. Voilà. Et quelques mois plus tard, j'étais enceinte de nouveau de jumelles, cette fois-ci. Et comment s'appellent-elles toutes les 3 ? Alors notre première petite fille s'appelle Augustine. C'est un prénom qu'on avait choisi pour elle avant d'apprendre tout ce qui allait se passer. C'est pas évident pour moi de prononcer son prénom parce que c'était pas évident au début. Même ne serait-ce que de se dire est-ce qu'on lui donne un prénom. Ça vraiment, ça a été tout le processus qui a mené à cet accouchement, qui nous a permis de nous réapproprier aussi un petit peu tout ce qu'on avait mis en place pour elle avant de l'annonce de ce diagnostic. Et donc, mes jumelles s'appellent Anouk et Suzanne, et elles ont bientôt 5 ans. Alors maintenant que les auditrices et les auditeurs connaissent un petit peu plus vos vécus, j'aimerais qu'on parle de vos démarches respectives. Toi, Yolanda, je crois que tu as été l'une des premières mamans à avoir créé un compte Instagram qui s'appelait et qui s'appelle toujours Parlez-moi d'elle. C'est vrai que les réseaux sociaux et Instagram en particulier ont permis à de nombreux parents et surtout les mamans d'ailleurs de prendre la parole pour raconter ce qu'elles traversent et pour mieux informer aussi. Est-ce que toi tu te sentais investie par cette double mission quelque part ? Quelle a été ta motivation ? Alors moi, quand j'ai perdu Alice, dans les premiers mois, les 6 premiers mois, je m'étais complètement coupée des réseaux sociaux. Très franchement, je voyais pas à l'époque quel type de soutien en fait on pouvait avoir. Et à un moment donné, j'ai découvert des podcasts, parce que moi j'ai perdu Alice en 2019. Il commençait à y avoir un peu de podcasts qui arrivaient en fait sur le deuil périnatal. C'était vraiment le tout début. Heureusement maintenant depuis, il y en a eu de plus en plus. Et j'avais eu vent d'un compte Instagram qui s'appelait 9 mois 9 jours de Pauline, qui justement racontait le parcours de son petit Elias, son parcours de vie, de ces 9 jours qu'il a vécu. Et pour moi, ça a vraiment été une révélation, quoi, parce que je tentais, moi, chez moi, j'écrivais tous les jours et j'ai essayé de raconter l'histoire d'Alice, mais à chaque fois que je me mettais dessus, c'était très compliqué d'un point de vue émotionnel. Et je me suis dit, écoute, je vais, lancer ce compte. Et le compte a commencé comme ça, à raconter, en fait, ces 15 jours de vie, vraiment étape par étape, ce qui nous était arrivé, du meilleur comme la descente aux enfers, comme l'arrêt des soins, comme le dernier adieu de mes filles, vraiment tout ça. Et en fait, c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas quelque chose qu'on voyait beaucoup sur Instagram, et très vite le compte a commencé à être de plus en plus suivi parce qu'il y a d'autres parents où ça a fait écho aussi à leur vécu, et ils se sont aussi autorisés, par la suite, à pouvoir parler en fait de cet enfant qu'on nomme très rarement finalement, et de ces histoires qu'on n'a pas envie d'entendre. Et du coup là, de les mettre sur la place publique, ça oblige aussi les gens, à se dire oui, ça existe. Et donc petit à petit, au tout début, c'est pour ça que je l'ai appelée d'ailleurs Parlez-moi d'elle, parce que c'était vraiment ce dont j'avais moi besoin. C'était qu'on me parle de ma fille et qu'on arrête d'en faire un silence, d'en faire un tabou. Et je trouvais que ce titre disait de lui-même ce que j'avais moi besoin. Et petit à petit, j'ai commencé à écrire vraiment des textes sur vraiment les ressentis, les émotions qu'on traverse, et qui sont parfois pas faciles à admettre. Être jaloux, être envieux, en vouloir à la terre entière, tout ça. Et en fait, ça a autorisé aussi d'autres personnes à se dire tiens, je suis normale en fait. Je suis pas la seule et unique personne à ce monde à ne pas forcément me réjouir quand il y a une annonce de grossesse, alors que c'est quelque chose qu'on ne devrait pas forcément dire, qui est complètement tabou. Et petit à petit, le fait de pouvoir partager ça a autorisé aussi petit à petit d'autres personnes à le faire. Et j'étais moi-même surprise de l'accueil qui a pu être fait sur le compte. Aujourd'hui, il est moins alimenté, mais je suis toujours en contact, j'ai toujours des messages et j'y réponds toujours volontiers, parce que je pense que c'est important d'avoir comme ça des parcours qui sont racontés, dans lesquels on pourra peut-être s'identifier aussi et trouver, j'espère au bout du chemin aussi, une petite lumière.
Oui, en fait, ton propre besoin a trouvé un écho dans le besoin d'échange et de reconnaissance des autres parents. Toi, Gaëlle, qu'est-ce qui t'a poussé à imaginer une pièce de théâtre sur la fin de vie de Romane et sur ton vécu de papa? Moi, très vite, en fait, j'ai eu le besoin, le désir devant ce silence un peu assourdissant du deuil périnatal de raconter son histoire, en fait. Et c'est pour ça que j'ai commencé à écrire, d'abord dans un souci de, de bien marquer toutes les informations. Ça avait été tellement vite, 13 jours. Yolanda parlait de 15 jours. C'est tellement rapide, c'est tellement violent que c'est vrai que je m'étais dit, d'abord, j'avais pas bien compris tout ce qui s'était passé. Et je m'étais dit, bon, quand mes filles seront plus grandes, parce qu'elles avaient 4 et 7 ans à l'époque, il faudra que je sois en mesure de leur raconter l'histoire. Donc c'est vrai que j'ai tout consigné, un peu à la manière d'un chroniqueur, quasiment jour par jour, les noms des médecins, les étages, les salles où tout ça s'est passé, pour pouvoir finalement tenir un récit. Comme je n'avais plus de pouvoir sur rien, j'avais l'impression que la tenue du récit était quelque chose qui me permettait de me raccrocher à quelque chose. Donc cette chronique, je dirais, d'un papa triste sur ces 13 jours, elle s'est un peu petit à petit développée. Puis j'ai rencontré le théâtre en même temps parce que j'étais pas ni comédien ni acteur de formation. Et puis cette venue au théâtre m'a décidé d'en faire quelque chose d'autre et de raconter son histoire sur scène. Donc c'est un seul en scène qui s'appelle Tu seras un homme papa. J'ai joué pas loin de 150 fois depuis 7-8 ans maintenant. On a fait le Festival d'Avignon et ce qui est intéressant, c'est que ce qui est assez beau d'abord, c'est une histoire avec plein de gens qui se sont mis autour de cette aventure théâtrale. J'en ai fait un podcast, on va en faire une captation prochainement. Donc ça a toujours permis de rebondir et finalement de créer. La pièce ne remplace pas Romane, évidemment, mais c'est un espace aussi où il est là, où on peut continuer d'en parler. Mes filles sont venues voir la pièce. Gabrielle, qui a 7 ans, est venue pour la première fois découvrir la pièce cet été. Donc c'est aussi un moyen, la narration, de se raccrocher à l'histoire. Et moi, je ne peux qu'inviter les gens à raconter l'histoire de leur fille, de leur fils qui est parti. Et je m'arrête d'ailleurs sur quelque chose que je trouve toujours très fort, c'est le prénom de ces enfants qui sont plus là. Souvent, c'est des prénoms qu'on ne dit plus. Moi, à Avignon, cet été, il y a une famille qui est venue, un couple qui était assez âgé. Ils avaient perdu leur fils en 1979. Donc, c'était il y a 45 ans. Et je demande toujours le prénom de l'enfant. Et les parents, quand ils ont annoncé, enfin, quand ils m'ont dit comme ça, on était juste tous les trois en petit comité, quand ils m'ont dit le prénom de leur enfant, qui s'appelait Guillaume, je pense que ça faisait peut-être 30 ans ou 40 ans que le prénom de leur fils n'était pas sorti de leur bouche d'une certaine manière, que plus personne on en parle comme un enfant qui est plus là. Et c'est toujours des moments assez forts finalement d'entendre résonner le prénom d'un enfant qui n'est plus là. Alors que toute la journée, on appelle nos enfants 50 fois par jour pour leur dire de se laver les mains, se laver les dents, de mettre le pyjama. Et le prénom d'un enfant qui n'est plus là, il a une résonance très puissante. Voilà, donc c'est vrai que s'emparer de l'histoire de nos enfants, parce que ce sont nos enfants, c'est important. Souvent, il y a des parents qui font des albums, il y en a qui ont fait des sites internet. Moi, je suis plusieurs familles sur Instagram. Qu'on leur fasse de la peinture, je sais pas, des colliers de perles, de coquillages, des dessins, des aquarelles, des poteries. Tout est bon pour exprimer à un moment, voilà, une histoire. C'est du storytelling en fait. On aime tous raconter des histoires. D'ailleurs, je voulais juste faire un petit stop sur l'importance de dire le prénom du bébé qui rappelle son existence et sa place dans la famille. J'aimerais que tu nous en parles aussi, Sophie. Oui, à la différence de Yolanda et Gaëlle, moi, ma petite fille, elle est morte-née, en fait. Donc, il y a aucune obligation à ce niveau-là de donner un prénom. Même à l'instant T, quand on le vit, on nous dit, de toute manière, ce que vous décidez là, vous pouvez revenir sur tout. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on lui donne pas un prénom à ce moment-là qu'on pourra pas lui en donner un après. Pareil pour l'inscription au livret de famille, nous, c'est ce qu'on a fait. On l'a inscrite, mais si on avait décidé de pas le faire, on aurait pu le faire plusieurs années après. Et c'est vrai que, en fait, il y a une marge de manœuvre pour les parents quand le bébé est mort-né, que n'ont pas les parents quand le bébé est né vivant. Oui, ça me semblait important de le préciser, de le dire. Alors Sophie, tu étais journaliste au moment où tu étais enceinte, je crois. Gaëlle et Yolanda parlaient de l'importance de la narration, du récit de leur histoire. Qu'est-ce qu'il en a été pour toi ?
Alors, juste pour préciser, en fait, effectivement, je suis journaliste à la base, mais en fait, à cette époque-là, je faisais de la recherche en histoire. En fait, je suis passée du journalisme à la recherche en histoire avec vraiment une volonté de creuser des aspects qui étaient déjà très importants pour moi quand j'étais journaliste, donc notamment la maternité. Et quand j'ai été enceinte, je m'apprêtais à commencer ma 4e année de thèse, des recherches en histoire du genre, des femmes, des liens familiaux, notamment des liens parents-enfants à travers la photographie de famille. Donc, et j'enseignais aussi à la fac les 3 années qui ont précédé ma grossesse. Donc effectivement, de toute manière, j'avais un goût pour l'écriture qui était certain. Et je m'étais dit, une fois que je serai en congé maternité, puisque j'enseignais aussi dans le secondaire, j'ai un concours de l'éducation nationale, en fait, je me remettrai à ma thèse et je me mettrai vraiment à l'écriture de ma thèse à ce moment-là. Et du coup, j'étais incapable d'écrire. Mais vraiment incapable. Je suis quelqu'un qui aime écrire, mais là, en fait, ce que j'ai traversé était tellement violent. Déjà, j'ai décidé d'arrêter ma thèse parce que j'arrivais même plus à envisager de pouvoir travailler sur la maternité. De voir des photos d'enfants, des choses comme ça. Je travaillais vraiment sur la représentation des enfants, la représentation iconographique. J'étais incapable de me replonger là-dedans. Donc, j'ai pris la décision au bout de quelques mois que de toute manière, j'arrêterais ma thèse. C'était trop dur pour moi, je l'envisageais plus. Et l'écriture, je n'y arrivais pas. Vraiment, je n'ai pas du tout écrit. Et la première fois que j'ai réussi à prendre un papier, un stylo et de me poser pour écrire ce que j'avais traversé, c'était 1 an plus tard, donc le 11 décembre 2018. J'étais enceinte de mes filles. J'étais à 3 mois et demi à peu près de grossesse. Il s'avère que la veille, le 10 décembre, tu vois, je me souviens vraiment beaucoup des dates, j'étais suivie toujours au diagnostic anténatal pour cette grossesse gémellaire, qui était une grossesse à risque en tant que telle. Et tous les 15 jours, j'avais des échos. Et le 10 décembre, c'était une échographie très, très importante qui permettait notamment de s'assurer a priori qu'il n'y avait pas de risque de récidive par rapport à la pathologie de ma première fille. Et en fait, c'était très dur parce que on se rapprochait de cette date anniversaire dont j'avais très, très peur. Que je redoutais énormément, et je savais que le 10, j'allais apprendre quelque chose qui soit allait me rassurer, soit n'allait pas me rassurer. Et donc le 10 décembre, on a été rassurés. Il n'y avait pas de risque de récidive, il n'y avait pas de récidive en fait. Et le 11, le jour de cette date anniversaire des 1 an, pour la première fois, j'ai pris un papier, un stylo, et j'ai écrit à Augustine en fait. On n'avait pas pu aller le jour même au cimetière avec mon mari qui travaillait. Moi, j'étais en arrêt maladie. Donc, on s'était dit, on ira le 12. Voilà, c'est pas le jour de la date anniversaire, mais peu importe. Mais moi, j'avais envie de faire quand même quelque chose. Et je lui ai écrit une lettre. Et tout ce que j'avais gardé en moi pendant 1 an, tous les souvenirs de cette grossesse, de ces 3 semaines et demie, du diagnostic, de l'accouchement, de la rencontre avec notre bébé, j'ai tout couché sur le papier. Et je crois que je m'étais dit, je vais lui écrire une petite lettre. En fait, je suis restée 2 heures à mon bureau, à pleurer toutes les larmes de mon corps. Et voilà, là, pour la première fois, j'ai écrit quelque chose. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Parce que finalement, je me suis dit, c'est sur le papier. Donc, je peux plus oublier maintenant, puisque de toute manière, je l'ai écrit et qu'il y a une trace et que voilà, quelque part, ça m'a permis de me sentir un peu plus légère, en fait. En vous écoutant tous les 3, on se rend compte du pouvoir de l'écriture, que ce soit à soi-même, à son bébé ou au monde finalement. Alors quand est-ce que l'idée du podcast a germé ? 9 mois après mon IMG, j'ai été enceinte, donc 2 petites filles, des jumelles. Et en fait, comme mes filles étaient très grandes préma, que l'une d'entre elles avait des problématiques de santé, j'ai vu tout de suite que je n'allais pas du tout pouvoir reprendre le travail. Et c'est là que a surgi l'idée du podcast, parce que pour moi, m'arrêter de travailler, ça n'allait pas de soi, pas du tout, et j'avais besoin d'avoir quelque chose d'autre. Et c'est là que effectivement j'ai commencé à penser au podcast vers juin 2020. Je l'ai lancé en septembre. En me disant en fait voilà, moi je suis capable, enfin à la base je suis journaliste, j'ai plein de connaissances du point de vue
voilà, de comment écrire en fait, comment écrire, comment faire du montage, et puis des connaissances en lien aussi avec la maternité, enfin du fait de toutes mes recherches en histoire que j'avais faites. Et je me suis dit, bah oui, tiens, si je lançais un podcast, au moins je suis capable de le faire de A à Z, je dépends de personne. Et il y avait aussi ce contexte de confinement. En fait, l'année 2020, il y a eu le confinement au printemps. Et le podcast, c'est là aussi qu'il a été bénéfique pour moi, dans le sens où pour la première fois, j'ai échangé vraiment en direct, alors même si c'était en visio, hein, mais avec des personnes qui avaient vécu un deuil périnatal avec pas forcément la même forme médicale que moi. Et là où ça m'a fait énormément de bien et où ça m'a permis de me réapproprier ce que j'avais vécu, c'est que jusqu'à ce que je lance mon podcast, je me sentais très illégitime dans ce vécu de deuil. Parce que interruption médicale de grossesse, que ça nécessite une prise de décision et que, en fait, quand on prend cette décision, bah voilà, je l'ai décidé, en fait, que mon bébé allait mourir quelque part. Voilà. Et puis le terme de ma grossesse auquel c'était intervenu en fin de second trimestre, parce que moi j'avais beaucoup entendu, bah oui, mais tu sais, t'imagines si t'avais eu ce diagnostic au 3e trimestre, ou si vous l'aviez découvert à la naissance. Enfin, quelque part, ça permet certes de relativiser certaines choses, mais ça minimise aussi beaucoup. Et ça, je l'avais beaucoup intégré en fait. Qui es-tu pour te plaindre quelque part? Et c'est dans l'échange avec les invités de mon podcast que je me suis rendu compte que, bah non, en fait, tout le monde est légitime. Que toutes les histoires sont différentes et qu'il n'y a pas d'histoire plus grave que d'autres ou plus douloureuse que d'autres. Et notamment, c'est en échangeant avec Yolanda. Parce qu'en fait, Yolanda, voilà, elle a perdu sa petite fille, elle avait 15 jours. Moi, j'ai perdu mon bébé en fin de second trimestre. Et c'est vraiment en échangeant avec elle, et parce qu'elle me l'a dit, en fait, aussi, que j'avais pas à me sentir illégitime vis-à-vis d'elle. Donc ça, c'est précieux. Ça, c'est très, très précieux. Mais c'est tellement important ce que tu dis là, Sophie, pour toutes les personnes qui vont écouter cet épisode. Il n'y a surtout pas de jugement à porter sur le vécu des parents. Alors, pour chacun de vous, ce que je retiens, c'est que à un moment donné, vous avez donc écrit, consigné, échangé, partagé. Toi, Gaëlle, entre le décès de Romane et le moment où ça a pris la forme d'une pièce, tu nous parlais de ta rencontre avec le théâtre tout à l'heure, mais tu étais journaliste sportif à l'époque, hein, pas du tout comédien, c'est ça? Oui, j'étais longtemps journaliste sportif, puis après j'étais producteur de documentaires. Donc c'est vrai que le récit est quelque chose d'assez important dans mon quotidien. Et puis mais j'étais plutôt dans un rôle où moi je filmais les autres et j'interviewais les autres. Et là j'avais l'impression d'être de l'autre côté de la barrière. Moi j'ai fait beaucoup de reportages dans des services d'urgence, etc. Et je me souviens que quand j'étais à Trousseau et à Necker à Paris, j'avais l'impression d'être de l'autre côté du miroir, et c'était assez difficile à vivre. Oui, et d'ailleurs, je reprends tes mots, Gaëlle. Tu disais, tu parlais du silence assourdissant et de cette solitude dans laquelle les parents se retrouvent durant ce deuil. Comment avez-vous été accompagnés? Parce que tu disais, Yolanda, et je l'ai entendu de ta part, Gaëlle, dans d'autres interviews, que le personnel soignant avait été formidable avec vous. Je le confirme tout à fait. Et c'est vrai que je souhaitais aborder le sujet de la qualité de l'accompagnement, que ce soit de l'entourage, de la famille, du monde professionnel, du personnel soignant, parce que les ressources auxquelles on a accès a un impact important, voire primordial sur le vécu du deuil. Comment ça s'est passé avec vos proches ou avec vos collègues? Alors moi personnellement, en fait, quand ça nous est arrivé, j'ai très vite senti qu'autour de nous, les gens étaient complètement démunis. Très franchement, on s'attend à avoir juste une annonce de naissance et juste à fêter en fait cette arrivée. Et là, tout le monde était un peu, enfin voilà, ils étaient complètement mortifiés par rapport à ça et bloqués parfois sur certaines choses. Alors il y a des personnes voilà d'elles-mêmes qui vont avoir ces intentions et les mots qu'il faut, etc. Et puis d'autres où ça va être un peu plus compliqué. Et en fait, moi, c'est vrai que dès le début, je ne sais pas pourquoi, mais ça a été comme ça. J'ai ressenti vraiment comme le besoin de les accompagner en fait, parce que je savais que j'allais pas pouvoir m'en sortir toute seule.
qu'il fallait qu'il y ait en fait des gens autour de moi qui puissent me soutenir aussi à un moment donné, qui puissent nous soutenir, mon mari, moi, ma fille. Et donc à l'époque, j'avais donc écouté beaucoup de podcasts. Enfin, de toute façon, je ne faisais que ça, de lire, écouter des podcasts, voir des vidéos sur le deuil périnatal. Je m'en suis imprégnée. Je ne faisais pratiquement que ça de mes journées parce que j'avais besoin de sentir que d'autres personnes l'avaient vécu. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que quand ça nous arrive, on a la sensation d'être les seuls au monde à l'avoir vécu. Et donc c'est vrai que déjà ça m'avait nourri. J'avais découvert le livre dans ces moments-là d'Hélène Gérin et qui donnait en fait des pistes pour la famille, l'entourage, pour nous aider. Et donc du coup, il m'arrivait en fait de faire carrément des captures du livre et juste de les envoyer pour dire voilà, j'ai pas les mots, j'ai pas la force, mais voilà, je vous envoie comme ça un petit peu une bouteille à la mer. Et ça a beaucoup fonctionné. Alors j'avais déjà la chance d'être très bien entourée, je m'en suis rendu compte, et puis je me suis rendu compte aussi qu'il y a des gens qui étaient pas du tout armés par rapport à ça et qui nous ont aussi tourné le dos parce que il y a une redistribution des cartes quand on vit un deuil périnatal. Il y a aussi des gens qui quittent notre vie parce que c'est trop dur pour eux, et ça c'est très difficile pour nous en tant que parents de l'accepter. Donc ça m'est arrivé aussi dans mon entourage, que ce soit familial ou amical. Et sur la partie professionnelle, moi quand j'ai perdu Alice, c'était en 2019 et le Covid est arrivé en 2020. Donc pendant un certain temps, j'ai été arrêtée pendant à peu près 6-7 mois. J'avais une hantise de reprendre le travail parce que déjà il faut retourner au travail sans votre bébé. La dernière fois que vous y aviez été, vous étiez enceinte et donc tout le monde s'attend à accueillir cet enfant, à le voir. Et du coup, vous revenez et vous avez peur des premiers coups de fil, des premiers mails. Vous avez peur que les gens, en fait, soient pas forcément au courant de ce qui vous soit arrivé. Et donc, du coup, commettent la maladresse. Alors, votre bébé, etc. Et donc, moi, j'ai pris les devants et j'ai eu un entretien avec mon directeur en amont avant ma reprise. Et je lui ai dit, je ne reviens pas de vacances en fait. J'ai perdu un enfant et moi j'ai pas envie qu'on fasse comme si c'était il s'était rien passé. Je ne pourrais pas, ça sera trop compliqué pour moi. Et à l'époque, il m'a dit écoutez, ça tombe bien parce qu'en fait, alors le Covid n'a pas permis ça, mais l'équipe avait demandé à ce qu'on puisse en fait accueillir une association pour qu'elle nous parle du deuil périnatal, qu'on puisse avoir comme une sorte, alors est-ce qu'on peut dire sa formation, mais qu'on puisse avoir les mots, les attentions pour vous. Et donc du coup, moi, quand il m'a dit ça, je me suis dit waouh, enfin vraiment ils ont tout compris, et donc du coup ça m'a vraiment permis de reprendre le travail en fait avec plus de sérénité. Et il m'avait demandé juste est-ce que vous pouvez en fait en amont de votre reprise peut-être prendre contact avec vos collègues, leur donner quelques petits entre guillemets tuyaux, tips de comment ils pourront vous accompagner. Et en fait j'avais fait vraiment un long mail où je dédramatisais aussi la situation en disant oui, peut-être que vous allez commettre des maladresses, mais c'est pas grave, il y a quelque chose de formidable qui existe, ce sont les excuses. Et moi, j'ai besoin, qu'à un moment donné, il y a peut-être des gens qui me diront, je peux pas en parler. Et c'est arrivé. J'ai des collègues qui m'ont dit, je peux pas me parler, mais par contre, ils étaient présents avec d'autres attentions. Et puis, j'en ai d'autres, qui venaient aussi m'en parler. Et en fait, le prénom Alice a résonné tout le temps, même au travail. Et d'ailleurs, j'avais une collègue qui s'appelait Alice. Donc, c'était déjà impossible de passer à côté. Et du coup, en fait, pendant tout le temps où j'y étais, vraiment, les gens ont compris l'importance que c'était pour moi parce que je les voyais même plus que ma propre famille, je veux dire mes collègues de travail. Et donc j'ai eu cette chance moi vraiment d'être très bien accompagnée, et les personnes qui n'ont pas su m'accompagner, malheureusement par la vie a fait que j'ai fini par m'éloigner, et j'ai fini j'ai mon cercle aujourd'hui qui reste et qui continue heureusement à toujours prononcer le prénom d'Alice, à toujours la nommer, à toujours parler d'elle. Et moi pour ça, je les remercierai jamais assez de ça. C'est un vrai cadeau. Je me souviens, tu m'en avais parlé quand on s'était rencontrés à l'époque, et j'avais été bluffée par la démarche de ton employeur. Vraiment, c'est fantastique. Et toi, Gaël, comment ça s'est passé ? Je note que Yolanda a un super patron. Carrément. C'est vrai, parce que c'est important. On critique souvent les patrons, mais il y a aussi des patrons qui ont une belle présence d'esprit, et je suis content d'entendre ça. Moi, je dirais que oui, alors il y a à la fois des similitudes et des choses différentes parce que chaque histoire est singulière. Nous, on a été très bien entourés de notre famille, de nos amis, mais le fait d'être entouré n'empêche pas les gens d'être sonnés, hébétés, tristes, pas outillés.
forcément, moi je me souviens que ça a plongé nos parents respectifs dans un grand désarroi, parce que tout d'un coup ils se retrouvent avec leur propre enfant, c'est-à-dire ma femme et moi, dans une douleur qu'ils peuvent percevoir et comprendre et en même temps pas toucher du doigt. Donc moi c'est vrai que je me suis pas trop attardé sur les gens j'ai vite compris que quand les gens veulent vous parler finalement de votre bébé, c'est peut-être pas le bon moment pour vous. Quand vous voudriez qu'on vous en parle, on vous en parle pas. Donc en fait, c'est une espèce d'onde radio qu'on n'a jamais l'émetteur et le récepteur qui est allumé au bon moment. Et puis comme moi, je me suis projeté dans la pièce et dans cette histoire-là et que j'en ai fait un espèce d'élément central pendant plusieurs années qui m'habitait jour et nuit, j'avais mon os à ronger. Donc c'est vrai que du coup, j'ai pas été dans un sentiment ni de colère. Alors c'est vrai qu'on perd des gens au fil de l'eau, mais je dirais qu'on perd des gens au fil de l'eau un peu tout au long de la vie. On n'a pas les mêmes amis au lycée qu'à l'EHPAD, d'une certaine manière. Bon, ça c'est pas grave. Donc est-ce que ça accélère? Je sais pas. Il y a des gens qui des fois, comme le disait très justement Yolanda, se sentent dans l'incapacité de parler. Faut passer outre. Faut passer outre. Oui, ça fait plaisir quand on reçoit un texto. Mais moi, j'avais des collègues, pourtant, qui sont pas forcément, des fois, quand on est jeune, on peut dire à 18 ans, on sait pas quoi dire, mais j'avais des collègues qui avaient 40, 45, 50 ans, et qui m'ont dit bien plus tard, tu sais, je n'ai rien pu dire parce que je n'y arrivais pas. Et j'entendais ça. Je comprenais aussi qu'on puisse être dans l'incapacité de dire. Moi, je pense à 20, 25 ans, beaucoup plus jeune, j'aurais été devant un truc un peu difficile. Je sais pas ce que j'aurais fait avec un collègue de 10 ans de plus que moi qui aurait perdu un bébé. Donc quand on l'a vécu, ça change un peu la perspective là-dessus et on se dit bon, le soutien des proches il est important et nous on a été très soutenus. Mais le soutien n'enlève pas. Le soutien accompagne, mais il ne soigne pas. Ce qui soigne, c'est le temps, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on en fait, comment on se raconte l'histoire, comment on la partage. Nous, quand Gabriel est né, tout de suite, hein, dès la naissance, je dirais pas dès les premiers jours, mais dans les premières semaines, on lui a tout de suite parlé de Roman. Et donc, on y est revenu régulièrement. À l'âge de 2 ans, à l'âge de 4 ans, elle a eu toute une série de questions au fur et à mesure de son évolution intellectuelle et psychologique. D'ailleurs, elle m'a demandé récemment, elle a 7 ans maintenant, elle m'a demandé récemment, très concrètement, elle m'a dit, mais de quoi Roman est mort? Comment il est mort? Et donc, j'ai dû aussi, voilà, lui expliquer les choses avec des mots qui étaient plus des mots de grands, mais qu'elle a entendu que ce qu'on avait pu dire à 4 ans, où finalement la conception de la mort, elle reste un peu, comment dire, pas invisible, mais un peu plus difficile à appréhender. Pour toi aussi, Sophie, l'accompagnement du personnel soignant a été soutenant? Ah ben moi, clairement, je n'ai été accompagnée que par des professionnels qui étaient d'une humanité, mais et ça, on l'a perçu vraiment dès l'instant où on l'a vécu. Dans notre prise en charge, pendant ces 3 semaines et demie, où on a été confrontés en fait à pas mal de professionnels au bout du compte. Je pense que le pire rendez-vous, ça a été quand la cardiopédiatre, au moment de l'échographie qu'elle a fait, a confirmé qu'il y avait quelque chose de très grave au niveau du cœur. Et en fait, ça a été un peu la première à nous faire une annonce où là, il a fallu tout encaisser. Là, j'en ai un très très mauvais souvenir parce que voilà, elle a été en première ligne pour nous annoncer tout ce qu'il fallait entendre et ça a été très violent. Moi, je me souviens que je lui ai dit, mais en fait, ça consiste en quoi une IMG? Et là, elle m'a expliqué que c'est un accouchement par voie basse, en fait. Et je pense que il y a eu tellement d'infos violentes que j'ai un très mauvais souvenir de ce rendez-vous. Mais avec le recul, je me dis que le problème ne venait pas d'elle. Le problème, c'était tout ce qu'on avait dû encaisser. Mais globalement, on a bien vu, on a bien senti qu'on était très bien accompagnés. Vraiment. Et je pense qu'on aurait été mal accompagnés. De toute manière, on l'aurait senti aussi. Et ça aurait donné une toute autre teinte à ce qu'on a vécu ensuite. C'est-à-dire que pour moi, un accompagnement bienveillant et humain, ça enlève pas le caractère violent de ce qu'on vit, mais ça rajoute de la douceur. À contrario, des professionnels qui sont pas à la hauteur de ce qu'on vit, à ce moment-là, ça rajoute une violence qui peut être extrêmement dure à gérer. Et alors, en plus, quand on retourne dans, entre guillemets, la vraie vie,
c'est-à-dire la vie telle que les autres la conçoivent, mais qu'on est en plein deuil. Bah alors là, j'ose même pas imaginer, en fait, si les médecins nous ont pas bien accompagnés avant, qu'est-ce que ça peut être? Déjà que c'est extrêmement violent de retourner à cette vie. Quand on sort, moi j'ai vraiment senti que quand je suis sortie de la bulle de l'hôpital, là, je me confrontais à quelque chose d'autre. Gaëlle et Yolanda parlaient de leurs proches démunis ou pas outillés. Comment ça s'est passé avec les tiens? Ils ont été très présents, hein, ça c'est évident. Je peux pas leur reprocher leur attitude, et c'est vrai que ils avaient pas les clés, mais moi je les avais pas non plus. Je savais même pas ce que je vivais. Donc je peux pas reprocher à mes proches de pas avoir eu les clés, alors que moi-même je n'avais aucun repère par rapport à ce que je vivais, et j'allais pas faire de la pédagogie parce qu'en plus moi-même j'étais dans l'inconnu total. Mais malgré tout, on sent que c'est compliqué. Enfin, on vit quelque chose qui dépasse l'entendement. Moi, je sens que les proches étaient davantage, mes parents, par exemple, ou mes amis très proches étaient davantage là pour moi que pour ce bébé qui n'était pas là, en fait. Je sais pas comment exprimer ça. J'ai pas eu l'impression qu'il y avait beaucoup de place pour ce bébé. Et moi-même, je savais pas quelle place lui accorder. À ce moment-là, c'était ma première grossesse, donc il y a ça aussi. Je savais moi-même pas ce que je vivais. Mais effectivement, enfin, j'ai envie de dire, c'est presque l'exception, les personnes qui arrivent à être là vraiment sur la durée et qui comprennent qu'on vit quelque chose de très très dur. Parce qu'à côté de ça, moi j'ai des amis que je considérais comme très très proches qui ont soit été absents, soit ont cumulé les maladresses, et ça c'était très très dur à accepter parce qu'il y a déjà le deuil, mais il y a aussi tout le reste et toutes les répercussions du deuil sur notre vie quotidienne, sur notre cercle amical, sur notre cercle familial, sur tout en fait. Oui, c'est ça, toutes les sphères de la vie sont impactées, ça c'est incontestable. Toi, Gaëlle, est-ce que c'est ça aussi que tu voulais exprimer dans ta pièce, ce chaos, cette violence, cet inconnu total, cette douleur abyssale? D'abord, la première évidence, c'est que ça avait été tellement puissant et tellement déstabilisant comme expérience de vie que je me suis dit, ça ne peut pas infléchir sur le cours de ton destin. Ça ne peut pas rester comme un espèce de drame, si tu veux, et je continue de vivre normalement. Ça allait forcément avoir un impact. Donc c'est vrai que je pense même que peut-être inconsciemment, j'étais à la recherche de l'impact, en me disant, mais presque, c'est quoi le signal? C'est quoi le signe? Qu'est-ce qu'il faut que je suis pas du tout religieux ni mystique, hein. Mais voilà, je me disais, c'est quand même une expérience de vie incroyable, dure, et en même temps qui apprend beaucoup. On n'aimerait pas la vivre, mais quand on la vit, il faut bien la vivre et l'affronter. Donc c'est vrai que j'étais d'abord mu par un espèce de truc de me dire, il faut en faire quelque chose. Ensuite, le deuxième ressort, qui était psychologique, c'est que je ne voulais absolument pas être dans une position de victime. C'était un truc qui m'activait. C'est-à-dire, tout d'un coup, tu sais, t'as les gens qui, ils ont perdu leur bébé. Ou tu vois, même s'ils le disaient pas, je ne voulais pas être dans un truc où je m'excuse d'être là, alors qu'on a perdu un enfant. Donc, j'étais animé d'un moteur, si tu veux, qui m'a fait chercher en moi quelque chose. Je suis passé d'abord de ce texte dont je te parlais, à la pièce finalement un peu plus tard, parce que 1 an plus tard, poussé par ma femme, j'ai fait un stage de théâtre d'1 semaine, un stage pour adultes, où je suis arrivé, j'avais l'impression d'être aux Alcooliques Anonymes, et je n'ai rien contre les Alcooliques Anonymes, mais si tu veux, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là dans ce truc? Et en fait, si tu veux, ça a été je suis tombé dans un gouffre, euh, dans un bon gouffre, dans le sens où ça a été une semaine pour moi assez vertigineuse. Et là, je me suis dit, bon, ce que j'ai vécu avec Romane, plus maintenant cette découverte intérieure là liée au théâtre, c'est forcément c'est le chemin, quoi. Donc si tu veux, après, bah j'ai jamais eu de doute, parce que comme tu peux pas vivre quelque chose de plus dur que ça, tu peux pas avoir peur derrière. Oui, tu as des doutes, mais en fait j'étais animé par une énergie de me dire, on y va, on y va, on y va, on y va, on avance, quoi. Donc oui, j'avais peur quand je suis monté sur scène la première fois. Oui, j'ai peur. Oui, j'ai le trac. Oui, j'ai peur d'oublier mon texte. Oui, j'ai peur que personne vienne voir la pièce. Mais si tu veux, des peurs, si je jouais Molière, ça serait pareil, en fait. J'aurais les mêmes peurs que ça. Donc ça a été, si tu veux, d'une grande force. Et d'ailleurs, le titre, Tu seras un homme papa, c'est un clin d'œil, en fait, au poème de Kipling, Tu seras un homme mon fils. Mais là, dans la pièce, il y a un moment
qui est un moment un peu de poésie où il y a un rêve et moi je rencontre Roman à ce moment-là et qui me dit une fois que je serai parti, tu seras un homme, papa. Sous-entendu, c'est une épreuve qui va te faire grandir parce qu'on devient aussi parent avec ce que nos enfants nous font affronter ou nous permettent d'affronter tout au long de la vie. C'est pour ça que les parents sont toujours contents quand leurs enfants ont leur bac, parce que tout à coup, c'est des moments un peu fondateurs. Donc, c'est un long process qui s'est déroulé peut-être sur 1 an et demi, 2 ans, puisque Roman est décédé en juin 2014 et que la pièce a été créée en juillet 2016, tu vois, donc 2 ans plus tard, mais c'est un mouvement de vie, c'est une gamberge un peu au long cours. Je te dis, c'est quelque chose qui m'habitait et qui m'obsédait. Je voulais vous remercier déjà tous les trois de nous partager sans embâche ce que vous avez traversé, parce qu'on a vraiment, vraiment besoin de ces paroles vraies, de ce vécu sans phare pour comprendre par quoi passent les parents et comment il est possible de se relever en fait. Yolanda, au moment où tu as créé ton compte Instagram, il s'agissait pas encore de transition ou de réflexion sur ta vie professionnelle, c'est venu après, hein, c'est ça? Est-ce que tu peux nous raconter? Alors, c'est effectivement venu après. C'est un long processus, un peu comme Gaëlle, hein, de 2 ans quasiment, voire plus. Dans cette année-là, donc année 2020, je lance ce compte. Je suis même sollicitée pour enregistrer mon histoire dans un podcast. Puis je fais c'est l'année aussi où Sophie lance son podcast Au revoir, et donc du coup on sympathise en fait très rapidement. Et puis en fait nous vient l'idée. D'ailleurs elle me contacte pour me dire là on arrive, enfin on est en 2020, il va y avoir de nouveau des épisodes de confinement. Et on se met à la place des parents, en fait, des parents endeuillés qui ont tout juste perdu voilà leurs enfants et qui n'ont pas de lieu dans lequel ils peuvent échanger en fait avec d'autres parents. Donc nous vient l'idée en fait d'animer des groupes de parole de parents endeuillés en fait en visio à distance. Et donc ça a commencé comme ça avec Sophie. Ouais, on avait lancé un petit appel en disant voilà, il y a un nouveau confinement, est-ce que il y en a parmi vous qui sont intéressés pour qu'on se réunisse en fait en visio, qu'on puisse échanger sur le deuil périnatal, parce que voilà, on est coupé de tout en fait en confinement. Et c'est vrai qu'on avait perçu l'importance que ça pouvait avoir d'échanger, ou en tout cas d'écouter aussi la parole des autres. Sophie a été présente à mes côtés pendant quelques mois, puis après elle a été prise sur d'autres obligations personnelles. Et moi j'ai quasiment continué pendant 2 ans en fait ces groupes de parole. Donc c'était une rencontre une fois par mois avec d'autres parents qui avaient perdu leur enfant. Et en fait, ça a été pour moi une révélation. En fait, ces groupes, j'avais la sensation d'être à ma place. En fait, quand j'étais avec ses parents, alors souvent quand on parle un peu comme disait Gaëlle sur les alcooliques anonymes, c'est un peu pareil quand on dit qu'on va à un groupe de parole pour parents endeuillés. Les gens en fait s'imaginent la chose en se disant mais en fait ils vont pleurer tout le temps, ça doit être complètement glauque ce truc. Et en fait, mais pas du tout quoi. Vraiment quand on était ensemble entre parents endeuillés, non seulement parler de la belle-mère, du beau-père, des fois qui nous embêtent, qui font des réflexions, des maladresses. On arrivait même à rire parfois de situations, alors qu'à la base, voilà, on est tous là parce qu'on a perdu un enfant, ou échanger, ou vraiment avoir des moments de profonde communion ensemble, parce que en fait, on a la sensation juste de parler la même langue. En fait, on n'a même pas besoin de se dire les mots. Quand la personne raconte son histoire, on se dit mais oui, en fait, on est compris, de manière inconditionnelle, et ça n'a pas de prix. Et en fait, cette petite graine, elle a vraiment été semée il y a plus de 2 ans, quand j'ai commencé ces groupes de parole, et j'arrivais pas en fait à les quitter. Et malheureusement, en fait, la vie fait qu'il y a toujours de plus en plus de parents aussi qui perdent leur enfance. Ça ne s'arrête pas. Donc il y a forcément d'autres parents qui nous contactent. Donc j'ai continué comme ça, et à l'époque je me suis dit il faudra que je fasse quelque chose de ça. En fait, je sentais que le fait d'avoir perdu Alice, un peu comme me disait Gaëlle,
faisait qu'il fallait que je transforme en fait cette épreuve de vie en quelque chose et je ne savais pas quoi encore, mais je me suis dit que ça serait forcément dans l'aide auprès des autres, et donc c'est comme ça que ça a commencé. Je voulais pas forcément me l'avouer, et puis après on est dans son travail, dans sa routine, et puis à côté de ça, moi j'avais cette envie très profonde de devenir de nouveau maman, et donc du coup je m'étais dit dans ma tête, enfin en tout cas c'était comme ça, et c'était une fausse bonne idée, je tiens à le dire, mais d'abord j'ai de nouveau un enfant. Et après, en fait, je pourrais de nouveau peut-être me pencher sur la question professionnelle. Donc c'était comme ça que je voyais les choses, et donc c'est comme ça que je me suis un peu leurrée pendant des années avant de me lancer. La vie a fait que nous, pour avoir cet autre enfant, on a dû se lancer dans un parcours PMA, puisque en fait la maladie d'Alice est une maladie génétique, donc il y aura toujours un risque sur 4 à chaque grossesse de transmettre cette maladie. Et comme il s'agit en plus d'une maladie incurable, très franchement, il était difficile pour moi et mon conjoint de se dire que au petit bonheur la chance, on verra ce que ça donnera, parce que ça peut paraître peu, mais un risque sur 4. Mais nous, ça nous est arrivé. Et donc on s'est dit, qu'est-ce qui nous met à l'abri de ne pas revivre ça. Et surtout que on avait possibilité de pouvoir le détecter. Oui, mais à plus de 4 mois de grossesse, ça veut dire à la moitié de la grossesse quasiment, et je ne me voyais pas dire au revoir de nouveau à un bébé. Donc on s'est lancé dans ce qu'on appelle une FIV DPI, donc une FIV avec diagnostic pré-implantatoire. Ce projet PMA a été présent à partir de l'année 2021, donc on était en plein dedans. Les couples qui passent par là le savent très bien, ça accapare beaucoup physiquement, mais aussi psychologiquement, et je me voyais pas me lancer dans un projet professionnel à côté. En 2022, du coup, donc il a fallu plus d'1 an pour vraiment commencer ce parcours. Je tombe enceinte une première fois lors du premier transfert en mai 2022. Et là, j'accueille la peur en même temps que j'accueille en fait la joie. Très vite, je commence à avoir des saignements, mais finalement tout va bien. Et puis le jour de notre départ en vacances, on avait l'échographie du premier trimestre. On y allait un petit peu, on va dire, j'ose dire, de manière insouciante. On s'était dit forcément, ça va aller, c'est pas là où ils vont trouver quelque chose. Et malheureusement, il a trouvé une grave malformation au niveau du cerveau. Donc très vite, on a été, il nous a demandé d'aller dans un centre de diagnostic anténatal pour avoir un deuxième diagnostic, et le coup près est tombé. C'était une malformation très très grave. On ne savait même pas si le bébé pouvait en fait naître en dehors, de mon ventre, et on a dû interrompre cette grossesse. Donc c'était en juillet 2022. C'était l'année dernière. Et je parle en fait de ça parce que ce deuxième bébé que j'ai perdu à 11 semaines de grossesse, alors qu'on le désirait plus que tout, il a été vraiment un élément déclencheur pour moi, en fait. Là, je me suis dit, mais arrête d'attendre, en fait, d'être enceinte. Arrête d'attendre de te dire que tu vas attendre d'avoir ton congé maternité pour pouvoir, évoquer ton parcours professionnel et envisager une formation. En fait, là, la vie, tu sais même pas si un jour tu pourras de nouveau être maman. Donc là, ce qu'il faut, c'est tant pis. Peut-être que tout va s'enchaîner d'un coup. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y avait cet alignement de planètes qu'il fallait que ce soit comme ça. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'avais été voir une kinésiologue pour mon IMG à la base. Et au sortir de ce rendez-vous, elle m'avait dit, si vous deviez changer quelque chose dans votre vie, qu'est-ce que ça serait ? Et moi, j'avais dit, le travail. Et je sais pas pourquoi. C'est sorti. En fait, je me le suis avoué. Et suite à ça, j'ai entamé un bilan de compétences. Et en fait, très vite dans le bilan de compétences, toutes les graines que j'avais semées depuis 2 ans, c'était un peu des pièces du puzzle qui étaient éparpillées. Et là, j'avais l'impression en fait que j'avais vraiment ce puzzle en face de moi où je me disais, il faut que je fasse quelque chose en fait de cette épreuve. Et pour moi, c'était vraiment être dans l'accompagnement des parents endeuillés, dans la reconstruction de leur vie d'après. C'était vraiment pour moi en fait, c'était vraiment mon fil conducteur en me disant faut que je fasse ça. Mais une fois que j'ai dit ça, ok, très bien. Et puis moi, à l'époque, on avait un deuxième embryon
Du coup, j'ai entre guillemets mis mon corps au repos pendant 3 mois. Et en octobre de l'année dernière, au même temps que j'étais en train de me dire il faut que je quitte mon travail, et j'allais pour avoir ce transfert d'embryon que j'ai eu au mois de novembre 2022. Et au mois de novembre 2022, je suis tombée enceinte pendant le mois d'Alice. J'ai démissionné. Et je me suis inscrite pour ma nouvelle formation pour devenir coach de vie. Et donc du coup, j'ai fait ce que personne fait quasiment quand on tombe enceinte, hein, c'est-à-dire quitter son travail. On a envie de sécurité, on a envie de tout ça. Et oui, c'est ce à quoi on aspire en général. Et moi non, j'ai décidé de réécrire une autre histoire, parce qu'un peu comme disait Gaëlle, en fait, toutes ces peurs qu'on a avant qui nous bloquent sur certains projets, mais très franchement, qu'on a perdu un enfant, moi, mais j'ai peur de quoi? Enfin, j'ai côtoyé la mort, j'ai vu ma fille mourir dans mes bras, donc très franchement, entre guillemets, ça marche pas, c'est pas grave en fait. Je reviendrai à ma vie professionnelle d'avant. Et donc du coup, j'ai été enceinte au même temps que j'ai commencé ma formation, en même temps que j'ai quitté mon travail, et j'ai accueilli ma petite Lucie qui a aujourd'hui 4 mois en juillet. Soit l'année dernière, je perdais un bébé au mois de juillet 2022, et cette année, j'en ai accueilli un autre. Et vraiment, avec mon mari, on se disait mais c'est quoi cet alignement de planètes? Forcément, il y aura quelque chose qui va capoter à un moment donné, et maintenant ça a pas capoté. Donc me suis lancée cette formation. Elle m'a énormément déjà aidé moi pendant ma grossesse, parce que ça a été vraiment un moteur, et j'étais plus concentrée que sur la peur de cette grossesse. Et je tiens à préciser sur le coaching, parce que souvent on associe le coaching du coaching de performance. Moi, c'est vraiment un coaching autour de l'être, vraiment autour de l'identité de la personne, parce qu'on sait que quand on perd un enfant, il y a une perte d'identité quelque part. On ne sait plus qui on est. Est-ce qu'on est toujours parent aux yeux de la société? Qui on est nous intrinsèquement? En fait, on a la sensation qu'on n'est plus la même personne, qu'on n'a plus les mêmes envies. Il y a certaines choses qui restent, certaines fondations, heureusement, qui restent, mais nos croyances, nos valeurs, évoluent beaucoup. Et donc, moi, vraiment, l'idée, c'est de pouvoir accompagner ces gens-là dans cette reconstitution d'après, parce que je me suis rendu compte, moi, en ayant vécu un deuil périnatal, j'ai eu la chance d'être très bien accompagnée, par une psychologue, par d'autres thérapies, alternatives que j'ai pu faire, dont le shiatsu avec toi, Gaëlle, à l'époque. Mais je me suis dit vraiment dans le concret. Ok, demain, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et ça n'existe pas en fait en tant qu'accompagnement, ou en tout cas il y a peu de personnes qui le font, et des personnes en plus qui ont vécu cette épreuve de vie. Et on sait très bien que quand on a vécu un deuil périnatal, c'est important aussi d'avoir face à nous des gens qui sont formés, ou en tout cas qui ont aussi vécu, parce qu'on n'a pas l'impression d'être complètement, on a l'association d'être compris. Et donc du coup je me suis dit qu'est-ce que j'aurais moi aimé avoir quand j'ai perdu Alice? Je crois que j'aurais aimé avoir à côté de moi aussi quelqu'un qui m'aide à réaliser des projets que je n'ose pas forcément. Alors ça peut être des projets autour d'une reconversion professionnelle, ça peut être des projets autour d'un déménagement, d'un changement de vie, ou aussi de qui je suis, comment accueillir mes émotions, comment en fait devenir cette nouvelle personne que je suis en train de devenir. Voilà, c'est tout ça que j'ai envie de mettre en œuvre prochainement pour accompagner les personnes qui l'ont vécu. Waouh, mais quel magnifique projet! D'ailleurs, juste pour revenir sur ce que vous disiez, Yolanda et Sophie, pour animer moi-même des groupes de parole, c'est vrai que je suis toujours extrêmement reconnaissante de ces moments ultra précieux de partage, d'humanité et de respect des vécus de chacun. Alors finalement, Sophie, ton podcast, ça a été une synthèse de ce que tu as appris, ce que tu avais appris personnellement et professionnellement, et tu as contribué à faire parler du deuil périnatal dans la société. Ouais, en fait, avec tout ce sur quoi j'avais travaillé, j'avais jamais entendu parler du deuil périnatal. Et c'est là que je me suis dit, mais c'est fou, en fait. Pourquoi j'en ai jamais entendu parler? Pourquoi on n'en parle pas? Que ce soit dans ce domaine de la recherche, ou même dans les médias, ou dans d'autres supports, les livres sur la grossesse. Maintenant, on commence à parler, à avoir des pages sur le deuil périnatal. Je pense notamment au fameux livre Laurence Pernoud. En 2017, il y avait rien dessus. Là, aujourd'hui, je sais que mon podcast, il est mentionné dans l'édition 2023. Mais voilà, c'est vraiment ce truc où on est enceinte, tout va bien. Donc, il y a des livres sur la grossesse quand ça se passe bien. Mais une fois que ça nous arrive et que le deuil périnatal arrive, quelle que soit la réalité médicale, tout ce qui était des ressources pour nous avant, tant que ça se passait bien, ce ne sont plus des ressources parce qu'on n'en parle pas. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui va pas, en fait.
Oui, et en fait, vous avez chacune produit des ressources pour cet après, justement, et en répondant à votre urgence dans un premier temps, mais ça a aussi permis de combler de vrais besoins. Finalement, ton podcast, ça a été un tremplin vers d'autres modes d'expression pour toujours plus sensibiliser. Oui, on se rend compte qu'il y a une nécessité d'accompagner. Quand on écoute les personnes qui l'ont vécu, et finalement, il y a beaucoup de manières d'accompagner. Moi, en fait, mon podcast, je l'ai continué en me disant que de toute manière, jusqu'à l'entrée en maternelle, au moins, de mes filles, je ne peux pas reprendre une activité professionnelle telle que je l'imaginais avant. Donc moi, c'est un peu mon échappatoire, ce qui peut paraître un peu étrange puisque mon échappatoire a pour thématique le deuil périnatal, mais il n'empêche que c'est quelque chose qui en termes de réalisation et tout, qui moi m'épanouit beaucoup et que je fais aussi dans ma posture de journaliste en fait. Alors de journaliste certes qui l'a vécu, mais voilà. Donc c'était aussi un moyen pour moi de renouer avec cette partie de ma vie professionnelle dans laquelle j'avais pas pu me réaliser jusqu'à présent de la manière dont je l'envisageais. Mais certes, c'était complètement bénévole parce que de toute manière j'étais dans une situation administrative qui me permettait pas de faire autrement. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à réfléchir à comment je vais reprendre le travail le jour où je pourrais le reprendre. Et j'ai eu l'idée aussi de me former à la sophrologie. J'ai commencé une formation il y a 2 ans en me disant bah voilà, je vais mettre plusieurs cordes à mon arc en fait. Je sais pas vers quoi je me dirige vraiment, mais il y a plusieurs possibilités et tout est complémentaire en fait et voilà. Et par ailleurs, c'est là qu'il y a eu aussi un changement pour moi à un moment donné, c'est que début 2021, j'ai été contactée par Anaïs avec qui j'ai réalisé un documentaire sur l'interruption médicale de grossesse et le deuil périnatal. On l'a réalisé en 2023 en fait. Et cette aventure, elle a commencé début 2021. Elle avait vécu une IMG au moment où moi je lançais le podcast. Elle est réalisatrice, elle par ailleurs, et elle est tombée sur mon podcast. Moi, par une sorte d'alignement des planètes, j'ai eu des échos dans la presse par rapport à mon travail. En janvier, il y a eu un article du Monde qui a été publié et dans la foulée, je suis passée sur France Inter, ce qui était quand même super bien. À l'instant M, l'émission à l'époque de Sonia De Villers. Ouais, ça a fait du bien de voir les grands médias s'y intéresser. Et en fait, Anaïs m'a entendue en plus en direct et donc elle m'a envoyé un mail et elle avait l'idée de faire quelque chose par rapport à son vécu et un documentaire. Et au bout d'un moment, elle me dit mais est-ce que tu as envie qu'on travaille ensemble là-dessus? Et moi carrément en fait. Enfin du docu, j'en avais jamais fait. Moi, j'étais plutôt presse écrite. Mais bon, en même temps, de la radio, c'était pas trop mon truc en école de journalisme et je lançais un podcast. Donc, comme quoi, en fait, et il a mis du temps, ce docu, à trouver un diffuseur. Et du coup, l'année 2022-2023, ça a été un moment de transition où l'horizon, on va dire, s'est un peu éclairci pour notre famille du point de vue des problématiques de santé de ma fille. J'ai pu réenvisager une activité pro. Je me suis mise en dispo de l'éducation nationale parce que ça, c'était pas possible pour moi d'y retourner. Et je me suis dit, allez, voilà, c'est le moment ou jamais. Et donc, c'est là qu'on a réalisé le documentaire, en fait. Alors justement, toi, tu venais du documentaire, Gaëlle, et tu as construit ta pièce autour de la symbolique de métaphores sportives. Tu dis que ce deuil-là vous met à terre comme sur un ring. Quand tu as joué la pièce, parce que c'était il y a 10 ans. Ça va faire 10 ans, tout à fait, ouais. Donc il y a 10 ans, on parlait, mais alors pas du tout du deuil périnatal. Quand tu as joué la pièce les premières fois, quel accueil tu as reçu à l'époque? Écoute, il y a eu plutôt un bon accueil. C'est vrai que c'est pas évident quand tu vends un spectacle ou quand tu proposes à des gens un spectacle sur le décès d'un tout petit. L'épreuve, enfin je veux dire l'épreuve dans le bon sens du terme, qui était intéressante pour nous, c'est qu'on est parti à Avignon, au Festival d'Avignon en 2017 pour la première fois, où là on a joué dans un théâtre et on s'est retrouvé dans la rue avec des flyers en main et il fallait aller vendre le spectacle à des gens. Bonjour madame, excusez-moi, à 11h30, on joue Tu seras un homme papa. Bah l'affiche est belle, ça raconte quoi cette histoire? Et là, tu avais des gens enjoués où tout d'un coup, fallait dire, bah voilà, c'est l'histoire d'un papa qui raconte sur scène. Ah oui, oh là là, mais ça a l'air d'être dur votre truc. Je sais pas s'il va venir parce que moi je viens à Avignon pour rigoler, donc
voilà, alors il fallait aller chercher les gens sur d'autres choses. Et puis la pièce était très bien accueillie par la presse. Après, c'est une pièce qui est plutôt intime. L'idée de cette pièce, c'est d'aller dans des villes rencontrer des gens. Souvent, on est appelé par des associations, des groupes de parole, des fois des municipalités. C'est jamais une pièce qui aura le succès de La Cage aux Folles et qui remplira des zéniths comme Florence Foresti ou Gad Elmaleh. C'est pas le but. Donc la pièce, elle a vécu. Euh, Au moment du Covid, moi aussi, puisque tout d'un coup on pouvait plus jouer au théâtre, bah c'est là où j'ai fait le podcast. Et j'étais très content parce qu'on a fait un très bel objet de création qui dure 30 minutes, qui est sur Arte Radio, qui a été écouté plus de 100 000 fois. Ah oui. Et là, si tu veux, j'étais content parce que je me suis dit 100 000 personnes qui viennent écouter une histoire voilà, qui est une histoire quand même dure. La pièce est puissante, le podcast est fort. Bah, tout d'un coup, voilà, ça permet en tout cas, d'en parler. Moi, je me sens pas comme comment dire, tu vois, j'ai pas vocation à en parler tous les jours, mais j'en parle à certains moments. Là, je suis intervenu à Colombes, par exemple, il y a 3 jours, au sein du service de maternité et de néonatologie. Il y avait 75 soignants et j'étais un des intervenants. Ah oui, c'est la rencontre, la journée dont parlait Sophie tout à l'heure. Voilà, j'amène mon expérience de papa. Il se trouve que les papas s'expriment peut-être un peu moins aussi sur la question du deuil. Donc, bon, voilà, du coup, on m'appelle régulièrement des groupes de parole. J'ai fait des formations aussi auprès des IFSI, des instituts infirmiers. Moi, je raconte mon histoire avec ces moments difficiles, ces moments lumineux, et que chacun puisse avoir c'est un témoignage en fait. On est entre le témoignage. Ça c'est quand je suis dans la société civile, et puis sur scène, c'est un témoignage qui est plus de l'ordre du conte voilà ou du récit autobiographique. Et est-ce que durant toute cette période, toi, tu as mis de côté ou en stand-by ton autre vie professionnelle pour te consacrer vraiment à ce projet et à cette pièce qui tournait? Comment est-ce que tu t'es organisé? Non, j'ai eu la chance de travailler dans une entreprise qui m'a bien accompagné et qui a compris que pour que je sois bien et heureux, j'avais besoin de cet espace-là. Donc j'ai continué mon activité professionnelle dans une société de production à Paris. Et puis j'allais régulièrement faire Avignon. J'allais de temps en temps jouer la pièce à Saint-Jean-de-Maurienne, à Biarritz, à Bruxelles. On a eu la chance aussi d'aller jouer à l'étranger. On a été à La Réunion, à Nouméa, à Hong Kong. C'était très fort parce que aller tout d'un coup porter l'histoire de Romane au bout du monde, j'avais vraiment l'impression de pulvériser l'histoire un peu partout, tu vois. Donc ça voilà, c'est des moments comme ça. Tu te dis on est parti de ça, d'un drame, et puis chemin faisant, on en a fait une aventure de joyeux lurons, et ça c'est sympa. Ce sont des bébés qui sèment aussi de la joie, en fait. De ton côté aussi, Sophie, la diffusion de votre documentaire a eu une portée à laquelle vous vous attendiez pas du tout. En fait, à partir du moment où il y a eu un diffuseur, donc en l'occurrence France 3 Paris Île-de-France qui l'a accepté, on s'est dit bon bah c'est chouette, ils se rendent compte qu'il y a un sujet derrière tout ça, mais on s'attendait pas à ce qu'il soit beaucoup vu et on s'attendait pas non plus. Enfin, on pressentait quand même. Enfin, ne serait-ce que moi, les échos que j'avais eus par rapport à mon podcast, j'avais eu quand même des interventions dans Le Monde, sur France Inter, dans Libération aussi. Donc malgré tout, on pressentait qu'il y avait quelque chose. Et au moment de la diffusion du documentaire, donc en octobre, à partir de là, effectivement, on a eu une super couverture et il a été beaucoup vu lorsqu'il a été diffusé le jour de sa diffusion à 23h. Il a été énormément vu par rapport à d'autres documentaires de la même case horaire. Donc ça, c'est super bien. Mais oui, il a été beaucoup partagé en fait. Ça, on s'y attendait pas non plus. Ouais, ça montre l'intérêt et le besoin d'informations sur le sujet. Hein. Ouais, complètement. Yolanda, tu nous disais donc que ton compte Instagram existe toujours. Est-ce que tu vas le conserver en parallèle de ta nouvelle vie professionnelle? Comment il va évoluer? Alors, c'est vrai que le compte Parlez-moi d'elle existe toujours. Mais je sens, voilà, j'ai beaucoup moins besoin de me raconter. Quand j'étais entre guillemets dans le dur, que je vivais tout ça, j'avais besoin d'extérioriser. Donc l'écriture pour moi, ça a vraiment été quelque chose qui m'a énormément aidée. J'en ressens moins le besoin aujourd'hui, même si j'écris quasiment quotidiennement, mais pour moi. Mais je sens que voilà, ce compte va évoluer dans autre chose. Là, j'ai pas pu le mettre en place parce que j'ai eu ma formation et tout ça, mais je pense qu'il va évoluer vers quelque chose qui sera plutôt de l'ordre parlez-nous d'eux.
C'est-à-dire qu'il y a eu le Parlez-moi d'elle d'Alice, j'ai eu besoin, mais j'ai besoin qu'on continue à parler, voilà, de ces parents et de ces bébés qui ont toute leur place dans notre société et dans nos vies. Et je pense que ça sera plutôt comment dire, comme un partage de témoignages de personnes, que ce soit, enfin voilà, que ce soit de partage d'histoire, mais aussi de partage des petits gestes, des intentions que chacun a pu avoir, parce que des fois on a envie de bien faire et on ne sait pas comment faire. Voilà, l'envie des fois ne manque pas, mais on a tellement peur d'être maladroit. Et j'ai envie, voilà, que ce conte soit un peu un recueil de bah tiens, un tel a eu telle idée à un moment donné. Et ben moi, voilà, qui connais peut-être un proche, qui suis d'ailleurs soignant, ou qui suis voilà, frère ou sœur, cousin, cousine, ami ou amie, je puisse voilà, piocher dans ce conte des idées pour pouvoir être là aussi pour la personne. Donc je pense que tout naturellement, ce conte continuera d'exister, mais avec voilà, d'une autre forme, parce que j'ai du mal à le clôturer, et parce que je reçois voilà, quasi quotidiennement des messages de personnes qui lisent l'histoire d'Alice, qui lisent certains textes et qui s'y retrouvent. Et donc j'ai envie voilà, que ça puisse rester comme ça. Et aussi que ça puisse, je partage voilà aussi sur cette grossesse d'après, même si je l'ai partagée moins, parce que c'est aussi une lumière et un espoir qu'on envoie aux parents qui sont dans l'attente de nouveau d'être parents, si c'est voilà leur choix de vie. Et donc du coup c'est important aussi de dire, moi je sais que c'était important pour moi de lire des histoires aussi entre guillemets positives. C'est-à-dire qu'on a besoin à un moment donné d'être dans le dur et de se rendre compte que d'autres personnes vivent ce qu'on a vécu, mais on a aussi besoin de voir de l'espoir en fait au bout du tunnel, parce que ce qu'on dit moins, c'est que parfois on est tellement dans le noir, enfin on a la sensation que notre vie elle va s'arrêter, enfin qu'il y a plus d'espoir, qu'il y a plus de raison d'être, enfin vraiment. Et du coup de pouvoir avoir comme ça des histoires d'autres personnes, de voir cette lumière, à un moment donné, voilà, peut-être que à ce moment-là de notre vie on n'arrive pas à l'accueillir, mais on s'en souviendra à un autre moment. Et donc j'ai envie aussi que ce conte évolue dans ce sens-là. Gaëlle, par rapport à ta pièce, avec le temps qui a passé, est-ce qu'il y a des choses que tu as retravaillées avec l'évolution de ton deuil et de ce trajet de vie finalement que tu fais avec elle? Oui, bien sûr, je voulais juste rebondir sur ce que disait Yolanda, et je pense que tu as entièrement raison, Yolanda, voilà, de laisser continuer comment dire, comme un bateau qui vient de passer, tu vois, dont le sillon continue longtemps après. Je pense qu'il n'y a aucun intérêt à avoir une rupture brutale où tout d'un coup tu couperais tout, parce que effectivement, ça va vivre au-delà de toi et au-delà d'Alice, parce qu'il y a des gens qui vont lire et regarder. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. Moi, j'ai d'ailleurs à peu près la même approche sur la pièce. Je suis certainement plus proche de la fin que du début, mais comme ça fait plusieurs fois que je dis ça, je ne sais plus. Mais c'est sûr que j'ai certainement plus joué que je ne vais jouer. Maintenant, il y a d'autres choses qui se font. Là, je suis très heureux parce qu'on va faire la captation de la pièce, donc ça va être un très bel objet qui va rester, qui pourra servir. Et puis petit à petit, effectivement, on se détache un peu. Après moi, je suis moins moteur dans ma recherche que je ne l'ai été. Mais maintenant, je pars du principe que je ne refuse jamais une sollicitation, une date. Voilà, j'ai régulièrement des associations qui me disent, voilà, on est une association, on est dans un petit village en Auvergne, en Ardèche, comment on pourrait faire venir votre pièce, comment on s'organise. Là, on a été à jouer à Saint-Jean-de-Maurienne pour une association. Ils ont mis 1 an et demi à organiser la date, parce que quand t'es pas un théâtre professionnel, de tout d'un coup faire venir des gens, même si un seul en scène et je suis tout seul sur scène avec un régisseur à côté, bah c'est quand même une organisation. Faut trouver une salle, faut trouver une date, faut s'organiser. Donc je pars du principe que voilà, tant qu'il y a un petit, c'est comme le petit pousset, tant que il y a un petit caillou devant, si tu veux, je continue d'avancer jusqu'au jour où peut-être il y aura plus de cailloux. C'est pas grave. J'en parle aujourd'hui. Je suis plus aussi dans le même moment. J'ai été longtemps dans la blessure, euh, certainement dans une forme de tristesse que je veux peut-être pas m'avouer. Je suis plus le même homme aujourd'hui, 10 ans plus tard. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, la pièce a un peu changé. J'ai récemment, très récemment, modifié un petit peu la fin de l'histoire, qui est la même, mais dans la manière dont le héros, en tout cas dont le papa sur scène, vit les événements et comment ça le transforme. Donc voilà, et ça, j'aurais pas pu le faire plus tôt. C'est parce que 8-10 ans se sont passés.
Et j'ai lu une très jolie phrase que tu as dite, que le sport t'avait construit et que le théâtre t'avait sauvé. J'ai trouvé ça très puissant. Et Yolanda, est-ce que toi tu dirais aussi que l'écriture et le partage via ton compte, que cette démarche-là avait participé aussi à te permettre de garder la tête hors de l'eau? Complètement. Enfin, vraiment, l'écriture, de toute façon, j'ai écrit quasiment 15 jours après. Enfin, j'ai commencé à écrire 15 jours après son décès, quoi. Je me revois encore être dans sa chambre, puisqu'on avait tout organisé, et de me dire, mais qu'est-ce que je vais faire de cette chambre, en fait? Et j'avais demandé à mon mari de me monter mon bureau. Et j'ai commencé à écrire dans la chambre qui aurait dû être la chambre d'Alice, et j'ai commencé à écrire son histoire, et j'ai commencé à écrire ce par quoi je suis passée, et le fait de l'avoir partagé a permis d'avoir cet écho, et a permis de me dire, bah, j'ai la sensation, alors c'est rien, c'est un petit grain de sable, en fait, mais c'est juste, je peux à un moment donné égayer la journée d'une personne, ou faire en sorte qu'une personne, en fait, se sente moins seule. Bah, j'aurais déjà gagné ça, en fait. Et vraiment, le fait d'avoir partagé cette histoire, moi, ça m'a vraiment ouvert des portes. J'ai fait des rencontres extraordinaires, que ce soit d'ailleurs avec Sophie ou avec d'autres personnes, où je me suis liée d'amitié. À l'heure des réseaux sociaux, où on parle vraiment du côté très négatif des réseaux sociaux, moi je le dis aujourd'hui, j'ai vraiment réussi à avoir des amis, de rencontrer vraiment des gens qui sont devenus par la suite des amis, parce que dans la douleur, on s'est vraiment retrouvés. Et aujourd'hui, on ne partage pas que la douleur, on partage nos vies et la suite. Et c'est ça aussi qui a de beau, c'est que quand on perd un enfant, on a la sensation que notre vie s'arrête. C'est vraiment ça. Et on a du mal d'ailleurs à la reprendre. Et à un moment donné, la vie fait que voilà, on la reprend au fur et à mesure. Alors d'abord de manière très pénible. Et puis voilà. Après, j'avais moi aussi une autre fille à l'époque, et j'avais pas le choix que de continuer, en fait, de vivre. Mais ça m'a donné vraiment, l'écriture m'a donné, oui, cette impulsion que de faire quelque chose de cette histoire, et de servir, entre guillemets, de porte-parole à des personnes qui, elles, n'osaient pas raconter leur histoire ou être sur le devant de la scène, parce qu'on peut pas tous le faire, et c'est en aucun cas un jugement. Mais du coup, me sentant cette capacité de le faire, je me suis dit, ok, utilise ça aussi pour porter la voix d'autres parents qui, eux, n'arrivent pas à le faire. Alors, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, Yolanda, parce que je crois que c'est vraiment indispensable de préciser que certes, vos témoignages montrent que vos vécus vous ont conduit à un engagement, à de la création visible dans les médias ou les réseaux sociaux, à une réorientation professionnelle, mais qu'il n'y a absolument pas d'injonction à avoir ces objectifs-là. C'est déjà tellement dur de survivre à un tel deuil qu'il faut pas ajouter de la pression pour les parents endeuillés. Hein. On est d'accord, Sophie, tu aurais envie d'ajouter quelque chose là-dessus ? En fait, ce que j'aimerais dire, c'est que les gens vus de l'extérieur se disent ah, elle a vécu ça, ça et ça, c'était dur, elle s'en est bien sortie, elle a fait des choses sur le sujet pour dépasser tout ce qu'elle a vécu, qu'est-ce qu'elle est forte. Enfin, il y a des gens, en fait, qui perçoivent ça un peu comme ça, et vu de l'extérieur, on se dit waouh, elle s'en est bien sortie. Ouais, mais à quel prix, en fait? Et encore aujourd'hui, il y a des moments où ça va pas. Et c'est vrai que le risque, c'est de se dire, quand on vit des épreuves, il faut absolument les dépasser, il faut absolument faire quelque chose, comme si on devenait une meilleure version de soi-même, ou comme si on était une nouvelle personne. Alors, on n'est pas la personne d'avant, mais on n'est pas non plus on n'est pas devenu un super-héros ou un surhomme ou que sais-je, quoi. Et ça, je pense qu'il faut l'avoir en tête, c'est que moi, je me serais bien passée de tout ce que j'ai vécu. J'aimerais bien que le podcast n'existe pas, d'une certaine manière, parce que ça voudrait dire que je l'ai pas vécu. Et c'est là que c'est important de sensibiliser, parce que si j'en suis là aujourd'hui, c'est uniquement parce que j'ai été bien accompagnée. Et que les ressources qui m'ont permise de me reconstruire, même s'il y a toujours des moments qui sont durs, ce sont les autres. C'est pas moi toute seule, en fait. Parce que ça donnerait une image complètement fausse, en mode un peu développement personnel. J'ai puisé dans mes ressources intérieures. Oui, j'ai des ressources intérieures, certes, qui m'ont permis de passer des caps au moment où c'était très compliqué, mais mes ressources intérieures, elles me suffiraient pas, quoi, s'il y avait pas eu les autres. Et ça, c'est important de le dire, en fait. Alors, un grand merci pour cette précieuse mise au point, Sophie. Qu'est-ce que tu voudrais rajouter pour donner de l'espoir aux parents ? Quand on vit ça, la vie est possible après.
Et d'ailleurs, c'est ce que je dis en intro du podcast. Dans le mot deuil, il y a le D de décès, mais aussi le E d'espoir et le I qu'on retrouve dans le mot vie. Et c'est ça, en fait. Et par ailleurs, effectivement, il n'y a pas d'injonction à faire quelque chose de grandiose par rapport à cette épreuve. En fait, chaque personne, ou même à y trouver du sens. Enfin, voilà. Pour moi, il n'y a pas de sens du tout dans ce que j'ai vécu. Il n'y a même pas de positif. Je reprendrai là les mots d'une amie sage-femme qui m'a beaucoup accompagnée, qui d'ailleurs est la marraine d'une de mes filles. C'est: est-ce que tu pensais, quand t'as vécu ça, qu'il y aurait des belles choses après? Et oui, il peut y avoir des belles choses après, et ça peut prendre plein de formes. On fait ce qu'on peut et on fait ce qui nous fait du bien, et il n'y a pas d'injonction à se réaliser dans quelque chose ou à faire quelque chose de concret ou qui nous dépasse en fait, ou qui a destination des autres, mais c'est important de savoir que la vie elle s'arrête pas. Ça veut pas dire qu'elle va reprendre une semaine après, hein, ou un an après, ou être tout à fait la même, parce qu'elle sera jamais la même, mais il peut y avoir de belles choses. Tout à fait, pas de pression à se dire que forcément il faut faire quelque chose de son histoire, parce qu'on a déjà assez à faire en fait de survivre à cette histoire. Et donc si effectivement on se sent l'élan de se lancer dans un projet qui pourra contribuer au plus grand nombre, voilà, faut pas hésiter à le faire, mais il faut pas s'investir d'une mission de vie de le faire. Voilà. Gaël, tu partages ce point de vue aussi? C'est très juste. Effectivement, il faut pas que la réparation ou le besoin d'être réparé devienne le sens de la vie. Je pense pas. Je pense pas qu'on puisse être en mission, sinon on ne vit plus. Et finalement, ce qu'il faut, c'est suturer très lentement, à son rythme. Il n'y a pas de règle. Ça peut mettre 5 ans, 10 ans, 15 ans. C'est pas, voilà, c'est pas grave le temps que ça prend. Eh bien, je vous propose de clore cette discussion sur cette idée de suturer à son rythme. Un grand merci à tous les trois pour ce moment passé ensemble, et merci à vous de participer à rendre visible le deuil périnatal dans l'espace public. Et je garde cette jolie phrase qu'il peut y avoir de jolies choses après. Donc je vous convie à écouter le podcast de Sophie, Au revoir podcast, ainsi que le documentaire Le berceau vide, co-réalisé avec Anaïs Feuillette, et j'espère qu'il sera de plus en plus visible. Yolanda, écoute, je te souhaite le meilleur pour ton activité de coach, et je suis sûre que les parents sauront trouver avec toi une écoute et un accompagnement de très grande qualité. Et concernant ta pièce, Gaël, donc tu seras un homme papa, est-ce que tu as des dates sur 2024 à nous annoncer ? Oui, tout à fait. Alors, je serai en région parisienne le 24 mai à Vaucresson, dans le 78. Et puis, j'aurai plusieurs dates après sur 2024-2025 qui sont en train de s'organiser à Gujan-Mestras, en Île-de-France. Voilà. Puis, la captation sur France Télévisions et notamment France.tv, qui est la plateforme digitale. Formidable. Eh bien, merci encore à tous les trois. Merci à toi, Gaël. Merci beaucoup. Merci Gaël. Merci Gaël. Si vous avez aimé cette rencontre, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux préférés. Plus nous serons nombreux à en profiter, plus ce podcast aura de sens. Et ça a l'air de rien, mais en donnant 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute et en donnant un avis, ça aide à le faire connaître. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur le site ainsivalavie.fr et vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. À très bientôt.